Bonjour Marielle, on est ensemble aujourd'hui pour parler de culture client. Bonjour Gilles. Je vais te laisser te présenter et présenter le groupe Apicil. Mais en contexte, en introduction, je voulais juste te rappeler que on sait que pour satisfaire les clients, il n'y a pas d'autre solution que de développer la culture client de l'organisation et l'état d'esprit des collaborateurs. Et que c'est pour ça qu'on a démarré cet échange ensemble, parce que vous avez fait un travail remarquable dans le groupe Apicil depuis 2 ans, il faut le dire, pour développer la culture client de l'entreprise, mais aussi pour changer l'état d'esprit, le mindset des collaborateurs. Donc ça, c'est un excellent sujet sur lequel on voulait partager avec toi. Merci pour cette introduction. Donc oui, je suis Marielle Saint-Serge-Lobby, je m'occupe de l'expérience client pour le groupe Apicil. Et donc le groupe Apicil, en quelques mots, c'est le 3e groupe de protection sociale en France. Et on intervient sur 4 domaines d'activité stratégiques, la santé et la prévoyance, la retraite obligatoire, l'épargne et les services financiers, et le dernier né des domaines d'activité stratégiques qui est le domaine des services. On va trouver des entreprises, par exemple, qui proposent de la téléassistance ou d'autres services à la personne. Donc on a 20 entités aujourd'hui qui composent le groupe Apicil, qui sont réparties dans ces 4 domaines d'activité stratégiques. C'est effectivement un sujet que vous avez commencé à travailler il y a de nombreuses années, le sujet de la culture client. Et on a la chance de nous accompagner depuis 3 ans, donc on a vu les évolutions ces dernières années. Comment c'est devenu un sujet central pour le groupe ? Alors effectivement, ça fait 3 ans, c'est pas si long que ça, 3 ans, mais en 3 ans, il s'est déjà passé beaucoup de choses. Alors déjà, il faut savoir que c'est au cœur vraiment de l'ADN du groupe, puisque la raison d'être, qui est inscrite dans les statuts du groupe, c'est par une relation proche et attentionnée. Donc, la promesse client qui est tout de suite affichée, soutenir toutes les vies, toute la vie. Donc déjà, c'est vraiment au cœur de nos statuts et de notre mission. Ensuite, c'est au cœur de notre plan stratégique. Donc, c'est un des piliers du plan stratégique précédent et de l'actuel plan stratégique. Et donc, on a initié toute une démarche sur de la culture client parce qu'on a, comme je vous le disais, 20 entités dans le groupe qui adressent des marchés différents, des cibles différentes, qui ont aussi des historiques différents, des entités qui sont dans le groupe depuis des dizaines d'années et puis d'autres qui sont toutes récentes. Des entités qui sont composées de moins de 10 salariés et puis d'autres qui en ont plus de 500. Donc vraiment le job, en fait, mon job à moi, c'est faire en sorte d'homogénéiser en fait l'expérience client dans l'ensemble des entités et de faire en sorte, une de nos collaboratrices dit de faire pousser des petites antennes clients à tous nos collaborateurs. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment de développer la culture client de manière homogène pour que nos clients, qu'ils s'adressent à n'importe quelle des entités, ressentent cette relation proche et attentionnée. Et c'est intéressant de se fixer ça comme objectif. Et nous, on a la possibilité, avec le diagnostic Cause Company qu'on a pu faire avec vous en 2022 et en 2024, de voir que vous avez mis en place un certain nombre de choses qui ont fait que la culture client a évolué dans le groupe assez nettement et dans toutes les entités d'ailleurs. C'est assez passionnant de voir que tout ce que vous avez fait a eu des effets assez directs. Parce que 2 ans, on peut le voir comme un temps long, mais c'est en fait très court dans la vie d'une entreprise. Donc ça veut dire que vous avez mis le turbo sur certains sujets. Le diagnostic Cause Company permet quand même bien d'établir qu'il y a une progression assez nette de la perception des collaborateurs dans le fait d'appartenir à une entreprise qui place la satisfaction client au cœur des priorités. Et le fait de prendre plus 7 points sur ce sujet-là dans le diagnostic qu'on a pu faire, ça montre qu'il y a eu une vraie évolution. Peut-être pas une révolution, mais que les lignes ont vraiment bougé dans la perception des collaborateurs et c'est fondamental pour l'entreprise. Et puis le deuxième aspect du diagnostic, il est plus individuel, mais il montre bien que dans l'esprit des collaborateurs et des collaboratrices, il y a ce désir de satisfaire les clients qui semble encore plus fort qu'avant. Donc on est ravis de savoir ce que vous avez pu faire pour que ça fonctionne aussi nettement en 2 ans. Merci, oui, c'est un bon diagnostic. Donc tu as raison, sur ces 2 dernières années, on voit vraiment un changement dans l'entreprise. D'ailleurs, le premier changement dans les bruits de couloir, parce qu'on entend parler clients dans toutes les réunions. Là, on vient de refondre le plan stratégique, on a vraiment axé sur le collaboratif. Je crois qu'il n'y a pas une réunion où le client n'était pas au centre des discussions. Donc, je ne vais pas dire que c'est une révolution, mais c'est quand même vraiment un changement. Et sur des fonctions qui sont en front avec le client, mais aussi sur des fonctions qui sont plutôt en back. C'est ça qui est intéressant et c'est, je pense, un des changements les plus notables.
Donc effectivement, on a démarré la démarche avec le diagnostic COS, mais je pense que tu reviendras dessus plus tard. C'était important de démarrer par une mesure parce que ça permet d'avoir finalement un point de départ et puis un horizon sur un point d'arrivée. Donc, et ça permet de mesurer le chemin parcouru. Donc c'était vraiment un déclencheur, la mesure. Donc on a établi ce diagnostic de culture client pour l'ensemble des entités. Et puis pour l'ensemble des collaborateurs finalement. Ça c'était très intéressant et ça nous a permis de nous donner un point de départ. Ensuite, il ne faut pas se leurrer sur une démarche comme ça pour que ça fonctionne. 2 ans, tu l'as dit, c'est court, mais pendant 2 ans, on a multiplié les dispositifs pour faire parler du client en permanence. Et puis ça demande surtout un sponsorship très fort. Donc on a la chance que ce sujet-là soit porté par notre DG. Et quand même, ça aide, puisque notre COMEX a commencé par faire le diagnostic d'orientation client pour eux-mêmes. Et donc, ils étaient vraiment partie prenante dans l'aventure. Et ils ont été les premiers, finalement, à toucher du doigt l'offre que vous avez mis en place. Effectivement, c'est intéressant parce que la démarche, l'impulsion stratégique par la direction générale, elle est fondamentale dans la démarche de culture client de toute façon. Et c'est même presque un prérequis. Si la direction ne s'implique pas dans ce sujet-là, il y a peu de chances que les collaborateurs croient vraiment à l'importance du sujet pour l'entreprise. Donc c'est effectivement sujet numéro 1. Et effectivement, qu'on voit bien dans la démarche même du diagnostic d'entreprise, mais que j'ai pu expérimenter aussi avec le CODIR, parce que j'ai vu que quand on a travaillé autour de leur orientation client individuelle, est-ce que moi individuellement, en tant que membre du CODIR, je place la satisfaction client comme un des sujets prioritaires de l'entreprise. On voit que ce sujet-là était vraiment pris en main individuellement. Et donc c'était assez chouette de voir les évolutions de ce côté-là. Ça, c'est pour la partie organisationnelle. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre au sein de l'entreprise pour que la culture client évolue, peut-être au détriment d'autres formes de culture dans l'entreprise ? Alors, on a mis en place un dispositif complet. Donc, le point de départ, c'était la mesure. Donc, effectivement, chaque entité a mesuré donc, son score d'orientation client de l'entreprise, enfin, de chaque entreprise. Ça a permis aussi d'évaluer la perception qu'avaient les collaborateurs de leur direction. Est-ce que les décisions sont prises en fonction du client ? Est-ce que la priorité, c'est le client ? Donc ça a aussi donné un indicateur managérial, finalement. Ensuite, on a formé tous les managers donc, à un parcours en ligne que tu connais bien, qui dure entre 5 et 6 semaines. Donc, c'est juste quelques minutes par jour, mais tous les managers sont passés dans cette formation. Cette formation, on la dispense aussi maintenant à chaque nouveau manager. Donc, les néo-managers poursuivent ce cursus de formation. Et ensuite, on a ouvert aussi la formation, alors là, sur un temps plus court, de 2 semaines, à l'ensemble des collaborateurs, mais cette fois sur une base de volontariat. Donc, c'est les managers qui proposaient à leurs équipes. Je crois qu'on a formé à peu près 50% des collaborateurs. Donc, vraiment, ce dispositif managérial a été... parce qu'il faut que ce soit porté. Donc ça, c'était une étape importante. Et ensuite, pour accompagner les managers, y compris d'ailleurs dans la phase de formation, on a fait quelque chose d'assez original, c'est qu'on a identifié des ambassadeurs dans chaque entité. Et c'est les ambassadeurs qui ont accompagné les managers dans leur formation. Donc, des non-managers qui accompagnaient des managers. Donc, ça aussi, c'est... culturellement, c'est un petit changement et ça a bien fonctionné. Et puis, ces ambassadeurs, du coup, portent un peu la voix du client au quotidien dans leurs entités et puis permettent à notre direction d'être en relais, en fait, des différents dispositifs qu'on propose. Donc, je vous l'ai dit, la formation des nouveaux managers, mais aussi tous les nouveaux entrants, c'est-à-dire tous les collaborateurs qui sont recrutés passent en module de formation de découverte du groupe. Et dans la découverte du groupe, il y a aussi un temps sur la culture client. Ça fait vraiment partie maintenant intégrante de la culture d'entreprise. Donc tous les nouveaux collaborateurs passent dans le dispositif. En collaboration avec les RH, alors qu'ils aménagent un temps... Oui, en fait, c'est fondamental de travailler main dans la main avec la DRH parce que finalement, la culture client, c'est un des piliers de la culture de l'entreprise. Donc on travaille tous les dispositifs avec eux. On a parlé de formation, mais du coup, on travaille ça avec l'université du groupe. Donc oui, c'est souvent un travail finalement en miroir, client-collaborateur. Voilà. On a aussi déployé un dispositif de sensibilisation
à travers la fresque du client, donc sur le modèle de la fresque du climat, mais c'est pas à toi que je vais apprendre ça, c'est la fresque du client. Et là, pareil, c'était sur la base de volontariat. Et c'est un peu comme des team building d'équipes. Donc, c'est les managers qui inscrivent leurs équipes pour venir faire ce temps, qui est un temps convivial finalement, on prend le temps de parler du client, qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et on a vu près de 60% des collaborateurs de l'entreprise. Je crois qu'il n'y a aucun autre dispositif non obligatoire réglementaire qui a touché autant de collaborateurs. Oui, donc en soi, c'est déjà un succès, parce que quand c'est pas obligatoire, 60%, c'est un bon score. Oui, ça permet à des fonctions qui sont un peu plus éloignées du client d'avoir aussi ce temps d'échange sur le client, de prendre du temps, de libérer la parole autour du client. Donc ça, c'est un dispositif de sensibilisation qui a bien marché. Et puis, on a aussi développé un autre dispositif. On recueille les tops et les flops clients. Donc là, toutes les équipes ont un temps client dans leur réunion mensuelle où elles parlent du client et elles identifient ce qui a bien marché ou ce qui, au contraire, fonctionne moins bien. Alors, si elles sont éloignées du client, c'est plutôt dans le fonctionnement interne de l'équipe, mais qui, derrière, a forcément des impacts sur le client. Et elles cherchent une solution, en tout cas, elles cherchent à corriger ce flop en équipe. Et on demande d'identifier des petits cailloux, c'est-à-dire des petits flops, et pas il faut changer le système d'information, ce qui était avant ce qu'on arrivait à recueillir. Ouais. Là, on a vraiment l'idée, c'est de développer l'autonomie et la responsabilité, et d'avoir des collaborateurs qui identifient quelque chose qui ne va pas. Ça peut être d'ailleurs dans les process, et qui vont le corriger entre eux pour mieux servir le client. Et donc, c'est à la fois la politique des petits pas, mais c'est aussi c'est ce que je peux faire dans mon périmètre, pas forcément dans l'autre équipe ou à l'IT. Exactement. Alors, il y a des cas qui ont nécessité des résolutions transverses, mais là aussi, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce soit les collaborateurs qui se prennent en main, qui deviennent acteurs de ce changement, et pas forcément un dispositif plus important dans l'entreprise. Et on a développé ça pendant plus d'1 an, et ensuite, on a célébré les meilleurs top flops. Donc, on a fait un award en fait, des meilleurs top flops avec un jury externe et un jury interne, où tous les collaborateurs ont voté. Et vraiment, on a trouvé des top flops intéressants, avec notamment des collaborateurs qui ont fait un pas de côté par rapport au process. On est une entreprise qui est très processée, qui est très procédurée, parce qu'on est dans un environnement de gestion de risque, un environnement réglementaire très fort. Et donc, il y a des collaborateurs qui, par moment, pour satisfaire le client, ont accepté de sortir de leur zone de confort, ou ont fait un pas de côté pour aller mieux satisfaire le client. Et c'est exactement ça qu'on cherche en fait. C'était cet esprit-là, cet esprit un peu critique en vue de satisfaire le client. C'est donc en l'occurrence un top. C'est des tops qui ont été valorisés dans ces awards. Et donc tu faisais référence au parcours Cost in Mind, qui est un parcours digital qui doit être accompagné aussi. Et évidemment, les ambassadeurs ont joué un rôle important dans cette démarche-là pour développer de l'appétence client, développer le goût du client chez chacun d'entre nous. Alors chez certains, c'est déjà très naturel, très fort. Pour d'autres, ça l'est moins. Et ça aide parfois à découvrir le rôle qu'on peut avoir dans l'ensemble de l'expérience du client, dans son parcours. Et de se dire que même si je ne suis pas face au client, que j'ai une fonction plutôt back-office, j'ai un rôle dans cette démarche-là, et c'est intéressant de voir que ça a porté ses fruits, parce que dans les résultats du diagnostic, il y a effectivement cette dimension individuelle qui a beaucoup progressé. Il y a 9 points de différence entre 2022 et 2024, ce qui veut dire que en moyenne, dans l'état d'esprit des collaborateurs et collaboratrices, il s'est passé quelque chose d'assez fort et qui est nourri de tout ce que vous avez fait pendant 2 ans. Est-ce que tu vois d'autres indices au quotidien de cet état d'esprit qui a évolué? Tu viens de parler d'une chose que je trouve importante, c'est les gens qui sont pas au contact, les collaborateurs qui ne sont pas au contact direct des clients. Donc toutes les fonctions qui sont en back-office, et il y en a un certain nombre dans notre entreprise. Au départ, c'est des fonctions qui sont très dures à aller chercher, parce que justement, au quotidien, elles ne voient pas le client. Et donc, quand on lance un dispositif de formation finalement à la culture client, ils n'ont pas l'impression que c'est au cœur de leur mission. Par contre, une fois rentrés dans le dispositif, une fois qu'ils ont compris que par ricochet, ils avaient un impact finalement sur le client, c'est des fonctions qui sont vraiment prêtées au jeu. Et pour le coup, c'était un vrai plaisir que de les voir s'ouvrir et même s'épanouir en fait sur ces sujets-là. On a par exemple lancé une opération où on a demandé à tous les collaborateurs qui n'avaient pas de contact client d'avoir au moins un contact en appelant un client.
Au départ, c'était le supplice pour certains. Franchement, c'était vraiment, on leur a demandé de quelque chose qui n'était pas naturel. Faire un effort, oui. Exactement. Et par contre, une fois que ça a été fait, en fait, ils réalisent que finalement, d'abord, les clients sont plutôt très sympas. Ils sont plutôt d'ailleurs satisfaits. Ils sont très contents qu'on les appelle. Et du coup, ça laissait, je pense, un impact vraiment positif dans leur esprit. Et d'ailleurs, dans les top flops, les fonctions support comme ça remontent aussi des cas. Des flops par exemple qui sont arrivés à transformer en top, parce que c'est ça qui nous intéresse, dans leurs activités courantes. Ouais, c'est intéressant de voir cette démarche-là. Et donc avec un mouvement qui se ressent au quotidien, j'imagine, à la fois donc sur l'organisation, sur l'individuel, chacun ayant une appétence à satisfaire les clients plus forte. Merci Marie-Ève pour ce témoignage sur la transformation que vous avez mis en place au sein du groupe Apicil, pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité, que chaque entreprise peut développer sa culture client avec ses moyens, sa manière, que c'est possible de travailler à la fois la partie organisationnelle, ses process, ses rituels, etc. dans l'entreprise, et aussi la partie individuelle, comme tu l'as bien montré avec des exemples très concrets. On peut changer l'état d'esprit des collaborateurs et les amener à être encore plus enclins à satisfaire les clients. Donc merci pour ce témoignage. Merci Gilles. Et bonne continuation. Merci. Je sais que ça va encore progresser. Oui, parce que c'est un travail de tous les jours en fait, et que voilà, il ne faut pas lâcher et puis avoir envie de continuer. Donc merci de nous accompagner.